C'était 15h30, le 23 mars 1987. Je m'en souviens encore aujourd'hui, parce que c'est le moment où ma vie a basculé pour toujours. Le soleil du Sahara algérien brûlait comme du fer rouge, le sable collait à la sueur de nos dos. Nous faisions une patrouille de routine, quand j'ai entendu ce sifflement mortel. Vous qui n'avez jamais fait la guerre, ne pouvez pas savoir, mais c'est un son qu'on n'oublie jamais. La première balle a effleuré mon oreille droite. En 2 secondes, nous sommes devenus les cibles de tireurs embusqués cachés dans les dunes. « À couvert !» a crié le sergent Dubois, mais c'était déjà trop tard. J'ai vu Renard trébucher et tomber, le sang coulant sur le sable doré. Le poète hurlait dans la radio « Mayday, Mayday, patrouille Delta, sous le feu ennemi !» Le son sec des kalachnikovs résonnait dans les rochers comme le tonnerre de l'enfer. Mes mains tremblaient alors comme elles tremblent maintenant, à 74 ans. Dans mon salon de Marseille, l'odeur de la poudre, du sang chaud mélangé à la terre sèche. Tout me revient d'un coup. Cette embuscade allait durer 48 heures. 48 heures qui ont défini le reste de ma vie. 48 heures où j'ai dû choisir qui sauver en premier. Quand utiliser notre dernière goutte d'eau, si abandonner un blessé pour en sauver un autre. Je m'appelle Édouard Scorpion Moreau, et voici l'histoire que je n'ai jamais racontée à personne jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre cette histoire, je dois remonter 3 mois avant cette embuscade maudite. J'étais alors un simple mécanicien de Toulon. Je travaillais dans un garage, une vie tranquille avec ma femme Sylvie et notre petite Amélie qui n'avait que 2 ans. Je me suis engagé dans l'armée de terre parce que je croyais pouvoir servir la France et défendre nos valeurs. Quelle naïveté, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à 74 ans, je vis toujours à Marseille, dans le même appartement depuis 40 ans. Mes mains sont calleuses, marquées par des décennies de mécanique et de guerre. J'ai une cicatrice qui traverse mon front. Souvenir de ces jours maudits. Mes petits-enfants me demandent parfois pourquoi grand-père fait des cauchemars. Je leur dis que c'est à cause du Mistral, mais vous qui avez vécu des combats, vous savez que certaines tempêtes viennent de l'intérieur. Dans notre unité, j'ai rencontré mes frères d'armes. Il y avait d'abord Marcel, le poète, Dubois, toujours avec son petit carnet de vers, ce garçon idéaliste de Normandie qui voulait apporter la paix dans le monde. Puis Alain Renard Mercier, notre éclaireur, qui connaissait le désert comme ses poches, un Marseillais comme moi, mais plus malin que tous nous réunis. Jacques Loup Petit, notre tireur d'élite, toujours à faire des blagues pour détendre l'atmosphère pesante. Et notre sergent François Dubois, le père que nous avions tous besoin d'avoir, un géant aux mains douces et à la voix de commandement. « Moreau !» m'avait dit le sergent un soir autour du feu. « Tu as l'œil pour lire le terrain. Les autres te respectent déjà. » C'est vrai que j'avais développé un talent naturel pour l'observation, pour sentir le danger avant qu'il arrive. Mes compagnons avaient commencé à m'écouter, même si je n'étais qu'un simple caporal. La mission paraissait simple, patrouiller la frontière algéro-tunisienne, sécuriser les corridors pour les civils, maintenir la paix dans une région en transition. Quelle blague! Nous pensions que l'Algérie était derrière nous, que c'était fini depuis 1962. Mais le désert garde ses secrets et certaines guerres ne finissent jamais vraiment. La veille de l'embuscade, notre dernière nuit de paix, nous étions assis autour d'un petit réchaud, partageant une boîte de cassoulet et du vin rouge que Lou avait réussi à planquer. Le poète nous lisait une lettre de sa fiancée Isabelle. Renard nous enseignait les techniques de survie dans le Sahara. Le sergent racontait ses histoires d'Indochine. « Mes gars !» avait-il dit en levant son quart de métal. « Demain on rentre et dans 1 semaine vous serez tous en permission. » Si nous avions su que c'était la dernière fois que nous serions tous ensemble. Cette nuit-là, j'ai regardé les étoiles du désert, si proches qu'on aurait dit pouvoir les toucher. L'air sentait le jasmin sauvage et la terre fraîche. Mes compagnons ronflaient doucement dans leur sac de couchage. J'étais heureux, vous savez, vraiment heureux. Dans quelques heures, tout cela allait voler en éclats comme un obus de mortier. Le briefing avait eu lieu 3 jours avant l'embuscade, dans une tente militaire étouffante près de Ouargla. Le commandant Leroy, un homme sec aux cheveux gris, pointait sa baguette sur une carte détaillée du Sahara oriental. « Messieurs, votre mission est claire.
Patrouille de reconnaissance le long du corridor Hassi-Messaoud vers la frontière tunisienne. Renseignement signale une possible infiltration de contrebandiers d'armes. Durée prévue, 72 heures. Question? Renard avait levé la main. Mon commandant, quelle est la situation des tribus locales? Officiellement neutre, mais restez vigilants. Ces bédouins changent d'avis comme le vent du désert. Le sergent Dubois s'était penché vers nous après le briefing. Les gars, j'ai un mauvais pressentiment. 20 ans de service, et mon instinct me dit que quelque chose cloche dans cette mission. Nous avions quitté la base à l'aube du 21 mars, dans 2 jeeps Peugeot P4 chargés d'équipement. L'air matinal était frais, presque doux, avec cette odeur particulière du désert qui s'éveille, mélange de sable tiède et de plantes épineuses. Le poète fredonnait la Marseillaise à voix basse, Lou nettoyait obsessionnellement son famas, Renard étudiait sa boussole. « Scorpion », m'avait dit le sergent en conduisant, « tu prends le commandement si quelque chose m'arrive. Tu as l'étoffe d'un chef. » « Pourquoi vous dites ça, sergent ? Parce que tu réfléchis avant d'agir. C'est rare dans l'armée. » Le premier jour s'était déroulé sans incident. Nous avions installé notre campement près d'un puits abandonné, entre des dunes de sable rouge et des affleurements rocheux. La température chutait rapidement la nuit, caractéristique du Sahara que beaucoup ignorent. Nous portions nos treillis de camouflage, équipés de gilets pare-balles, casques Kevlar, jumelles Zeiss, et chacun transportait 4 litres d'eau réglementaire. Le deuxième jour, nous avions repéré des traces suspectes. Empreintes de pneus récentes, mégots de cigarettes étrangères, cartouches d'AK-47 rouillées. Renard les avait examinées avec sa loupe de terrain. Ces traces datent de moins de 48 heures, sergent. Et regardez ces cartouches. Fabrication soviétique récente. Le sergent avait froncé les sourcils. Transmet à la base. Fréquence sécurisée. Le poète avait manipulé le poste radio. Base Aigle. Ici, patrouille Delta. Découverte d'indices d'activité suspecte. Coordonnées 31°45N, 6°12E. Demandons instruction. La réponse était arrivée avec parasite. Delta. Bzzt. Continuez reconnaissance. Bzzt. Rapport complet au retour. J'aime pas ça, avait murmuré Lou en vérifiant son chargeur. Communication pourrie, mission floue et maintenant des traces d'armes récentes. Cette nuit-là, j'avais monté la garde de 2 heures à 4 heures du matin. Le silence du désert est trompeur. Il y a toujours des bruits. Vent dans les dunes, craquement du sable qui se refroidit, cris lointains de fennecs. Mais vers 3h20, quelque chose avait changé. Les insectes s'étaient tus d'un coup. Même le vent était tombé. Dans 20 ans de vie civile puis militaire, j'avais appris à faire confiance à mon instinct. Cette nuit-là, il hurlait « Danger !» J'avais secoué doucement le sergent. « Chef, réveillez-vous, quelque chose ne va pas. » Il s'était redressé immédiatement, main sur son pisil d'armement. « Quoi ? Je ne sais pas exactement, mais l'atmosphère a changé. Les bruits, les odeurs, tout est différent. » Le sergent avait reniflé l'air nocturne. « Tu as raison, ça sent l'huile de moteur. » Nous avions réveillé les autres en silence, par geste militaire codé. En 15 minutes, notre campement était démonté, équipement rangé, armes vérifiées. Nous étions redevenus des soldats en alerte maximale. « Plan B », avait chuchoté le sergent. « Route alternative par les hauteurs rocheuses. Si quelqu'un nous tend un piège, autant pas lui faciliter la tâche. » Le matin du 23 mars s'était levé avec ce ciel d'un bleu métallique typique du Sahara en fin d'hiver. La température grimpait déjà, promettant une journée torride. Nous roulions depuis 2 heures quand Renard, qui observait avec ses jumelles, avait crié « Stop ! Reflet suspect à 2 heures, distance 800 mètres !» Le sergent avait freiné brutalement. « Qu'est-ce que tu vois ?» Éclat de métal dans les rochers. Ça bouge pas, mais c'est pas naturel. Nous étions descendus des véhicules, accroupis derrière les portières ouvertes. Le poète avait sorti sa radio, Lou préparait son fusil de précision. L'air vibrait de chaleur, déformant la vision comme un mirage. « Scorpion », m'avait dit le sergent, « ton avis ?» J'avais étudié le terrain. Dunes à gauche, falaises rocheuses à droite, passage étroit devant nous. Formation tactique parfaite pour une embuscade. C'est un piège, chef, classique. Il nous pousse dans ce goulet. Et après, mes pensées exactement.
Renard, tu vois une route alternative? Négatif, sergent. Faut passer par là ou faire un détour de 50 kilomètres. Le sergent avait regardé sa montre, 15h25. On n'a pas le carburant pour un détour. Et nos ordres sont clairs, être à point de rendez-vous avant 18h. C'est là que j'ai commis l'erreur de ma vie. J'aurais dû insister davantage, forcer le détour, désobéir aux ordres si nécessaire. Mais j'étais jeune, discipliné, et je faisais confiance à la hiérarchie. On y va, avait décidé le sergent. Formation échelonnée, vitesse maximale, prêt à décrocher au premier signe d'hostilité. À 15h29, nous entrions dans le passage fatal. Le moteur de notre Jeep ronronnait régulièrement, le sable crissait sous les pneus. J'avais la bouche sèche, pas à cause de la chaleur. À 15h30 précisément, l'enfer s'était déchaîné. Le premier tir a sifflé comme la mort elle-même. J'ai senti le déplacement d'air près de mon oreille droite, cette sensation chaude et métallique qui vous glace le sang. En une fraction de seconde, notre monde paisible s'est transformé en cauchemar. Les balles pleuvaient de partout, des rochers, des dunes, même du sol sablonneux où des tireurs s'étaient enterrés comme des scorpions. « Embuscade! Embuscade !» hurlait le sergent Dubois en braquant violemment le volant. Notre Jeep a dérapé dans le sable, moteur rugissant, tandis que des impacts métalliques résonnaient sur la carrosserie. Derrière nous, la deuxième Jeep avec Renard et Lou zigzaguait désespérément entre les tirs. J'ai vu des éclairs de bouche sortir des anfractuosités rocheuses, au moins 8 positions de tir différentes. Nous étions pris dans une souricière parfaitement orchestrée. « Sortez des véhicules !» ordonnait le sergent. « Dispersez-vous !» J'ai roulé hors de la Jeep, FAMAS en main, cherchant désespérément un abri. Le sable brûlant me griffait le visage. L'odeur âcre de la poudre envahissait mes narines. Les balles sifflaient au-dessus de ma tête avec ce bruit caractéristique. Zip, 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 comme des abeilles métalliques mortelles. Le poète était accroupi derrière notre véhicule, radio collée à l'oreille. Mayday, Mayday, base Aigle, patrouille Delta sous feu ennemi intense, coordonnées 31°47N, 6°14E, demandons support aérien immédiat. Seuls des parasites lui répondaient. Nous étions seuls. C'est alors que j'ai vu le sergent Dubois commettre l'acte le plus héroïque et le plus stupide de sa vie. Il s'est redressé, exposant délibérément sa large silhouette, et a couru vers la deuxième Jeep en flammes où Renard était coincé. « Chef ! Non !» ai-je crié. Trop tard. Une rafale d'AK-47 l'a fauché à mi-chemin. Son corps massif s'est écroulé dans le sable comme un chêne abattu. J'ai vu le sang rouge vif se mélanger au sable doré. Cette image qui me hante encore aujourd'hui. François Dubois, ce père que nous vénérions tous, venait de mourir pour sauver un de ses hommes. « Sergent !» hurlait Lou en tirant frénétiquement vers les rochers. Dans ce chaos, j'ai réalisé une chose terrifiante. J'étais maintenant le plus gradé. Caporal Édouard Moreau, mécanicien de Toulon, se retrouvait à commander une unité décimée dans une embuscade mortelle. Mes mains tremblaient, ma gorge était sèche comme du papier de verre. « Scorpion !» m'appelait Renard depuis sa position. « Qu'est-ce qu'on fait ?» Première décision de commandement de ma vie. On tient les positions. Lou couvre le flanc gauche. Poète continue d'appeler la base. Renard, compte tes munitions. J'ai rampé vers le corps du sergent, esquivant les balles qui faisaient exploser le sable autour de moi. Ses yeux bleus fixaient le ciel sans le voir. Dans sa main crispée, j'ai trouvé sa carte topographique tachée de sang et sa boussole militaire, mes nouveaux outils de survie. « Chef !» ai-je murmuré à son oreille froide. « Je vais ramener tes gaz à la maison, je te le promets. » Les tirs ennemis se sont intensifiés vers 16 heures. Ils testaient nos défenses, cherchaient nos points faibles. J'ai compté au moins 12 tireurs différents, positionnés en arc de cercle parfait. Ces hommes n'étaient pas des amateurs. Formation militaire, équipement moderne, tactique coordonnée. « Scorpion !» criait Lou. « J'ai plus que 3 chargeurs. » Économise tes balles, tire seulement si tu as une cible sûre. Le poète a ramené sa radio vers moi, visage livide. Édouard, plus aucune communication. Il brouille nos fréquences. Vers 17 heures, la situation s'est aggravée dramatiquement. Renard tentait de récupérer des munitions dans la Jeep en flammes quand une explosion a secoué tout le secteur.
Grenade à fragmentation. Je l'ai vu projeté contre les rochers, corps désarticulé comme une poupée de chiffon. « Renard !» ai-je hurlé en me précipitant vers lui. Il était conscient mais grièvement blessé. Éclat dans la cuisse droite, sang coulant abondamment. Ses yeux marseillais me fixaient avec cette lueur que j'apprendrais à reconnaître. La peur de mourir loin de chez soi. Scorpion, mes jambes. Je sens plus mes jambes. « Tu vas t'en sortir, frangin. Tiens bon. » J'ai improvisé un garrot avec ma ceinture militaire, bandage de fortune avec des lambeaux de treillis. Le sang tiède collait à mes doigts, odeur métallique mélangée à celle de la terre brûlée. Mes gestes étaient maladroits. Formation de secourisme militaire basique, pas de chirurgie de guerre. Deuxième décision critique. Abandonner Renard pour maintenir nos positions défensives ou exposer toute l'équipe pour le protéger. J'ai choisi de le traîner vers notre abri principal, sous le feu ennemi. 3 balles ont sifflé à mes oreilles pendant ce transfert de 20 mètres qui m'a paru durer une éternité. « Pourquoi tu prends ce risque ?» m'a demandé Renard, voix faible. « Parce qu'on rentre tous ensemble, ou personne. » La nuit tombait rapidement sur le Sahara, apportant un froid soudain qui contrastait violemment avec la chaleur du jour. Les tirs ennemis se sont espacés, mais nous entendions des voix arabes dans l'obscurité, coordination de mouvements, cliquetis d'armes rechargées. Lou s'est approché de moi en rampant. « Édouard, ils nous encerclent. Dans 1 heure, ils auront bouclé le périmètre. Nos munitions, moi, 2 chargeurs. Toi, 3. Le poète, 1,5. Total, peut-être 200 cartouches. Et eux, au son, je dirais qu'ils ont des caisses entières. » J'ai regardé mes compagnons à la lueur rougeâtre de notre Jeep qui brûlait encore. Le poète récitait des vers à voix basse, mécanisme de défense psychologique. Renard gémissait doucement, perdant du sang malgré nos soins. Lou nettoyait machinalement son FAMAS pour la 10e fois. 3e décision. Tenter une sortie nocturne ou fortifier nos positions pour tenir jusqu'à l'aube. Le terrain nous défavorisait pour une évasion, mais rester signifiait subir un assaut final au petit matin. « Les gars, ai-je dit en rassemblant mes hommes, voilà la situation. Nous sommes encerclés, sous-armés, avec un blessé grave. Nos chances de survie sont minimes. » Le poète a levé ses yeux fatigués. « Et alors ? Alors, on va leur montrer comment meurent les soldats français. Mais d'abord, on va essayer de vivre. » J'ai sorti la carte ensanglée du sergent et l'ai étudiée à la lumière tremblotante de mon briquet Zippo. À 800 mètres au nord-est, un wadi sec serpentait entre les dunes, lit d'anciennes rivières, invisible de jour mais praticable de nuit. « Voilà notre chance », ai-je murmuré. Mouvement par bond, silence absolu. « Renard, tu t'accroches à moi. Loup, tu couvres nos arrières. Poète, tu portes la radio et les munitions restantes. Et si on se fait repérer, demandait Lou. Alors on crève ensemble, mais en tirant jusqu'à la dernière balle. À 23h45, nous avons commencé notre évasion désespérée. Ramper dans le sable froid, traîner Renard semi-conscient, retenir nos respirations à chaque bruit suspect. Mes genoux saignaient à travers le treillis. Mes mains étaient écorchées par les pierres coupantes. Nous avions parcouru à peine 100 mètres quand le pire s'est produit. Le poète a marché sur une mine antipersonnelle, oubliée de quelques conflits antérieurs. L'explosion a déchiré la nuit comme un coup de tonnerre. Marcel Dubois, 22 ans, poète de Normandie qui voulait changer le monde, s'est volatilisé dans un nuage de fumée et de chair déchiquetée. Le silence qui a suivi était plus terrible que l'explosion elle-même. Puis, les cris arabes ont repris, plus proches, plus nombreux. Ils savaient maintenant exactement où nous étions. « Courez !» ai-je ordonné. C'était fini. L'évasion avait échoué. Il ne nous restait plus qu'à mourir en soldats. Nous étions condamnés. Après l'explosion qui avait tué le poète, les voix arabes se rapprochaient de toutes parts. Renard perdait connaissance dans mes bras, Lou tirait ses dernières cartouches vers des ombres invisibles. Dans ma tête de caporal désespéré, je calculais. Peut-être 10 minutes avant qu'il nous trouve, peut-être 15 balles restantes, 0 chance de survie. C'est alors qu'un miracle s'est produit.
Une voix a crié en arabe depuis les rochers, puis en français avec un accent guttural. « Soldats français, cessez le feu, nous voulons parler. » Lou a regardé vers moi, incrédule. « C'est un piège, Scorpion. » Peut-être, mais nos options sont limitées. La voix a continué. « Je suis le major Hassan Al-Mansouri, forces spéciales algériennes. Vous êtes encerclés, mais nous ne voulons pas de massacre inutile. » Des forces spéciales algériennes. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? Notre mission concernait des contrebandiers, pas l'armée algérienne. Quelque chose ne collait pas dans cette histoire. « Qu'est-ce que vous voulez ?» ai-je crié en retour. « Une reddition honorable. Soins médicaux pour votre blessé. Rapatriement via la Croix-Rouge. » Lou crachait par terre. « Bullshit. Ils vont nous exécuter des consorts. » Mais moi j'entendais quelque chose de différent dans cette voix. Une lassitude, une sincérité que 20 ans de guerre m'avaient appris à reconnaître. Ce major Hassan ne parlait pas comme un fanatique ou un tueur. Il parlait comme un soldat fatigué qui en avait marre de ramasser des cadavres. « Major Hassan !» ai-je répondu. « Je suis le caporal Moreau. Prouvez-moi vos intentions. Pourquoi cette embuscade ?» Un long silence. Puis la voix a repris, plus proche, plus personnelle. « Caporal, vous n'étiez pas censé être ici. Cette zone était interdite depuis 3 jours. Nous chassions un réseau de trafiquants d'armes qui utilisent vos uniformes français. » Mon sang s'est glacé. « Comment ça, zone interdite ? Coordination interarmée. Votre état-major était informé. Nous pensions que vous étiez des mercenaires déguisés. » Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans ma tête. Mission floue, communication défaillante, briefing bâclé. Quelqu'un à notre hiérarchie avait merdé. Ou pire, quelqu'un nous avait délibérément envoyés dans ce piège. « Lou », ai-je murmuré, « tu te souviens des ordres exacts du commandant Leroy ? Reconnaissance standard, retour prévu dans 72 heures. Attends. » Ses yeux se sont écarquillés. Il a insisté pour qu'on passe par ce secteur précis. Il a même refusé notre demande de route alternative. Exactement. Et les communications coupées pile quand nous avons signalé les traces d'armes. Une froide réalisation m'envahissait. Nous n'étions pas des victimes d'une erreur tactique. Nous étions des témoins gênants qu'on voulait faire disparaître. La voix du major Hassan a repris « Caporal Moreau, je vais sortir de ma position, main visible, sans armes. Si vous ne me tirez pas dessus, nous pourrons discuter en hommes civilisés. » C'est de la folie, chuchotait Lou. Mais quelque chose dans mon instinct me disait de faire confiance. Peut-être parce que j'étais à bout, peut-être parce que Renard allait mourir sans soins médicaux, ou peut-être parce que ce major Hassan était notre seule chance de comprendre ce qui nous arrivait vraiment. « Accord, major, mais au premier geste suspect, on tire !» Une silhouette s'est détachée des rochers dans la pénombre. Homme de taille moyenne, uniforme impeccable malgré les heures de combat, démarche assurée mais non agressive. Quand il s'est approché à portée de voix, j'ai pu distinguer ses traits. Quarantaine, barbe noire taillée, yeux intelligents, cicatrice sur la joue gauche. « Caporal Moreau », a-t-il dit en s'arrêtant à 10 mètres, « mes hommes vous tiennent en joue, mais ils ont ordre de ne tirer qu'en cas de légitime défense. Pourquoi cette clémence, major ?» Son visage s'est durci. « Parce que j'ai perdu 3 hommes dans cette embuscade. Mes soldats vous prenaient pour des trafiquants armés jusqu'aux dents quand j'ai récupéré les papiers de votre sergent mort. » Il a marqué une pause. J'ai compris qu'on nous avait manipulés. Il a sorti de sa poche les plaques d'identité ensanglées du sergent Dubois. Ce simple geste m'a fait comprendre que ce major avait de l'honneur. « Manipulé par qui ?» ai-je demandé. « C'est la question à 1 million de dinars, caporal, mais j'ai mes soupçons. » Hassan s'est accroupi et a dessiné une carte sommaire dans le sable avec son couteau. « Regardez, vos ordres vous menaient exactement dans notre zone d'opération. Nos ordres nous disaient d'intercepter des mercenaires français dans ce secteur précis. Quelqu'un voulait que nous nous entretuions. Mais pourquoi ? Parce que vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Ces traces d'armes que vous avez signalées, elles menaient à un dépôt clandestin. Pas de contrebandiers ordinaires, du matériel militaire français ultra-moderne, vendu illégalement à des groupes armés. La vérité me frappait comme une gifle. Des armes françaises vendues au marché noir ?
Exactement. Et quelqu'un dans votre hiérarchie trempe là-dedans. Votre patrouille était devenue gênante. Lou s'était rapproché pour écouter. Vous êtes en train de dire qu'on a été envoyé à la mort par nos propres supérieurs? Hassan a hoché gravement la tête. J'en ai bien peur. Mes services de renseignement surveillent ce trafic depuis des mois. Nous pensions que l'armée française était au courant et complice. Et maintenant? Maintenant, je réalise que vous êtes probablement les seuls soldats français honnêtes dans cette affaire. Le major s'est relevé et a fait un geste vers ses hommes cachés. Mes médecins vont soigner votre blessé. Mes cuisiniers vont vous nourrir. Et demain matin, nous allons avoir une longue conversation sur la façon de vous sortir de ce pétrin. Pourquoi nous aider? Ai-je insisté. Hassan m'a regardé droit dans les yeux. Parce que les soldats honnêtes sont rares, caporal, et parce que j'ai un fils de votre âge qui sert dans l'armée. J'aimerais qu'on l'aide s'il se retrouvait dans votre situation. Cette nuit-là, assis autour d'un feu de camp surréaliste avec nos anciens ennemis, j'ai appris des vérités qui allaient changer ma vie. Hassan m'a expliqué l'ampleur du trafic d'armes, les connexions politiques, les sommes d'argent en jeu. Des millions de francs, des contrats avec des dictateurs africains, des commissions illégales qui remontaient jusqu'aux plus hauts échelons. Votre commandant Leroy, m'a dit Hassan en tirant sur sa cigarette. Il roule en Mercedes neuve depuis 6 mois. Drôle de train de vie pour un militaire de carrière. Fils de pute, a murmuré Lou. Le problème, a continué Hassan, c'est que si vous rentrez vivant, vous allez témoigner. Et certaines personnes ne peuvent pas se permettre votre témoignage. Qu'est-ce que vous suggérez? Officiellement, vous êtes mort dans cette embuscade. Vos corps n'ont jamais été retrouvés. Ça arrange tout le monde. Et officieusement, Hassan a souri pour la première fois. Officieusement, vous allez devenir mes conseillers techniques pour démanteler ce réseau. Une collaboration franco-algérienne discrète mais efficace. Cette proposition était de la folie pure. Trahir notre armée, travailler avec l'ennemi supposé, vivre dans la clandestinité. Mais l'alternative était la mort certaine. Laissez-moi réfléchir, ai-je dit. Au petit matin, regardant Renard soigné par un médecin militaire algérien compétent, écoutant Lou discuter tactiques avec des soldats qui nous tirèrent dessus la veille, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Major Hassan, ai-je déclaré, les morts n'ont rien à perdre. Nous acceptons votre proposition. C'est ainsi que le caporal Édouard Scorpion Moreau est officiellement mort le 24 mars 1987 dans le désert algérien et qu'un nouveau chapitre de ma vie a commencé. Les 3 années qui ont suivi dans la clandestinité ont été les plus sombres de ma vie. Officiellement mort, séparé de ma femme Sylvie et de ma petite Amélie, je vivais sous une fausse identité dans un appartement miteux d'Oran. Chaque matin, je me réveillais en espérant que ce cauchemar soit terminé. Chaque soir, je m'endormais avec l'odeur de poudre encore dans les narines. Hassan avait tenu parole. Renard avait été soigné par les meilleurs chirurgiens militaires algériens. Loup travaillait avec nous sur le démantèlement du réseau d'armes. Mais le prix psychologique était énorme. Nous étions des fantômes, des morts vivants qui se battaient contre nos propres compatriotes corrompus. Les premiers signes de ce qu'on appelle aujourd'hui le PTSD sont apparus au bout de 6 mois. Insomnie chronique, sursaut au moindre bruit, crise d'angoisse dans les foules. Mais le pire, c'était les cauchemars. Chaque nuit, je revoyais le sergent Dubois tomber dans le sable. J'entendais les derniers mots du poète avant l'explosion. Je me réveillais en sueur, criant des ordres à des soldats morts. « Tu bois trop ?» m'avait dit Lou un soir, en trouvant ma 3e bouteille de vin rouge vide de la semaine. Et alors, ça aide à oublier. Ça aide à rien, Scorpion. Ça empire tout. Il avait raison. Mais l'alcool était ma seule évasion de cette réalité insupportable. Chaque gorgée effaçait temporairement le visage du poète. Chaque bouteille repoussait le moment où je devrais affronter la vérité. J'avais survécu là où mes frères d'armes étaient morts. La culpabilité du survivant, voilà ce qui me rongeait. Pourquoi moi? Pourquoi pas le poète, qui avait toute la vie devant lui? Pourquoi pas le sergent qui avait une famille qui l'aimait? Ces questions me hantaient plus que les balles ennemies. Hassan s'en était aperçu. Un jour, il m'avait emmené voir un de ses amis, le docteur Ben Ali, psychiatre militaire à Alger.
Édouard, m'avait dit ce vieil homme aux cheveux blancs, vous portez le poids de 3 morts sur vos épaules, c'est impossible à supporter seul. Je suis leur chef. C'était ma responsabilité de les ramener vivants. Non, votre responsabilité était de faire de votre mieux avec les moyens dont vous disposiez. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Mais ils sont morts. Oui, ils sont morts. Et vous, vous êtes vivant. Ce n'est pas une trahison, c'est un fait. La question est, qu'allez-vous faire de cette vie qu'ils ont contribué à sauver? Ces séances de thérapie ont duré 2 ans. Lentement, douloureusement, j'ai appris à accepter que la guerre produit des victimes, que le hasard décide souvent qui vit et qui meurt, que ma culpabilité ne ressusciterait pas mes compagnons. Le tournant psychologique s'est produit lors d'une mission particulièrement dangereuse. Nous avions enfin localisé l'entrepôt principal du trafic d'armes, gardé par des mercenaires français renégats. Hassan m'avait confié le commandement de l'opération, première fois que je dirigeais des hommes depuis l'embuscade. « Tu es sûr ?» avait demandé Lou. « T'as pas commandé depuis 3 ans. » Justement, il est temps que je redevienne un soldat. Cette nuit-là, menant une équipe franco-algérienne dans l'assaut de l'entrepôt, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu. Ma confiance en moi-même. Mes ordres étaient clairs, mes décisions justes, mes hommes me suivaient avec confiance. Pour la première fois depuis l'embuscade, j'ai senti que je méritais d'être en vie. L'opération fut un succès. Nous avons saisi 3 tonnes d'armement moderne, arrêté 15 trafiquants et surtout, nous avons récupéré les preuves de la corruption qui remontait jusqu'au sommet de la hiérarchie militaire française. Scorpion, m'avait dit Hassan après l'opération, tu redeviens l'homme que j'ai rencontré dans le désert. Quel homme? Un chef, un vrai. C'est dans cette période que j'ai pris une décision qui allait changer le reste de ma vie. J'ai écrit une longue lettre à ma femme Sylvie, expliquant tout. Ma fausse mort, la mission secrète, l'impossibilité de rentrer. Je lui demandais de refaire sa vie, d'élever notre fille sans moi, de m'oublier si nécessaire. Sa réponse est arrivée 6 mois plus tard, transmise par les réseaux clandestins de Hassan. 3 mots seulement. Je t'attends. Ces 3 mots ont été plus puissants que toutes les thérapies du monde. Quelqu'un croyait encore en moi, malgré mes erreurs, malgré ma disparition, malgré tout. Sylvie me donnait une raison de guérir, de me reconstruire, de redevenir l'homme qu'elle avait épousé. J'ai arrêté de boire du jour au lendemain. J'ai repris l'entraînement physique avec la discipline d'un moine guerrier. J'ai étudié l'arabe, appris les tactiques de contre-terrorisme, développé des compétences que je n'avais jamais imaginé posséder. Mais surtout, j'ai appris à parler de mes traumatismes. Dans le bureau du docteur Ben Ali, j'ai raconté 100 fois la mort du sergent, 1000 fois l'explosion qui avait tué le poète. Chaque récit était un peu moins douloureux, chaque souvenir un peu moins envahissant. La guérison, m'expliquait le docteur, n'est pas l'oubli. C'est la transformation de la douleur en sagesse. Un soir, assise sur la terrasse de notre planque avec Lou et Renard, regardant le coucher de soleil sur la Méditerranée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Mes compagnons morts faisaient désormais partie de moi, pas comme des fantômes culpabilisants, mais comme des guides spirituels. Leur voix dans ma tête n'était plus des reproches, mais des encouragements. « Tu crois qu'ils nous approuvent ?» avait demandé Renard, encore marqué par ses blessures, mais vivant. « Je pense qu'ils sont fiers », avais-je répondu. « Nous utilisons leur sacrifice pour quelque chose de plus grand que nous. Une justice impossible autrement ?» Exactement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis l'embuscade, j'ai dormi 8 heures d'affilée sans cauchemar. Le matin, je me suis réveillé avec une certitude. J'étais redevenu Édouard Moreau, pas seulement un survivant traumatisé, mais un homme complet, avec une mission à accomplir. La thérapie m'avait appris une leçon fondamentale. On ne guérit pas du combat en l'évitant, mais en lui donnant un sens. Mes compagnons étaient morts pour que la vérité éclate. Mon travail était de m'assurer que leur sacrifice ne soit pas vain. Aujourd'hui, à 74 ans, assis dans mon salon marseillais avec vue sur la Méditerranée, je regarde cette même mer qui m'a ramené en France en 1991 sous une nouvelle identité. Mes mains ridées tiennent encore fermement cette tasse de café que je bois chaque matin à 7 heures précises, rituel militaire qui ne m'a jamais quitté. Sur ma table, 3 photos.
le sergent Dubois souriant en uniforme, le poète avec son carnet de vers, et Renard faisant le pitre devant notre Jeep en Algérie. La mission clandestine avec Hassan avait duré 4 ans au total. Nous avions démantelé le réseau de trafic d'armes, fait arrêter 23 officiers français corrompus et récupéré des millions de francs détournés. Le commandant Leroy avait fini ses jours en prison militaire, ses Mercedes et ses comptes en Suisse confisqués. Justice était rendue, mais à quel prix? Mon retour officiel en France s'était fait grâce aux accords diplomatiques secrets entre Paris et Alger. Officiellement, j'avais été fait prisonnier et échangé après 4 ans de captivité. Mon dossier militaire mentionnait « mission classée secret défense », formule magique qui fermait toutes les bouches indiscrètes. Sylvie m'attendait à l'aéroport de Marignane ce jour de novembre 1991. 4 ans et 8 mois après ma mort, je revoyais la femme de ma vie. Elle avait vieilli, bien sûr, quelques cheveux gris, des rides de sourire au coin des yeux. Mais son regard était resté le même. Cette tendresse mélangée de fierté qui m'avait fait tomber amoureux 20 ans plus tôt. « Tu es rentré ?» avait-elle simplement dit en me serrant dans ses bras. Je suis rentré. Notre fille Amélie avait alors 7 ans. Elle ne se souvenait plus de moi, évidemment. Pour elle, j'étais un étranger qui prétendait être son père. Il m'a fallu des mois pour reconquérir son affection, des années pour qu'elle me fasse vraiment confiance. Aujourd'hui, à 41 ans, mère de mes 3 petits-enfants, elle me dit parfois « Papa, tu es l'homme le plus courageux que je connaisse ». Si elle savait combien de nuits j'ai pleuré en silence pour ne pas la réveiller. La réintégration civile a été plus difficile que tous les combats. Comment expliquer à un employeur ces 4 années de captivité ? Comment s'adapter à une société qui avait continué à vivre sans vous? J'ai enchaîné les petits boulots, mécanicien, gardien de nuit, chauffeur de taxi. Mes compétences militaires ne servaient à rien dans le monde normal. C'est Lou qui m'a sauvé, une fois de plus. Rentré en France 6 mois après moi, il avait monté une entreprise de sécurité privée. « Scorpion », m'avait-il dit, « nos cicatrices peuvent servir à protéger les autres. » J'ai rejoint son équipe, d'abord comme garde du corps, puis comme formateur, enfin comme associé. Nous protégions des hommes d'affaires, formions des agents de sécurité, conseillions des entreprises sur la gestion des risques. Notre expérience du terrain, notre résistance au stress, notre capacité à analyser les dangers faisaient de nous des professionnels recherchés. Pendant 20 ans, de 1991 à 2011, j'ai reconstruit ma vie pierre par pierre. Mariage réparé avec Sylvie, relation reconstruite avec Amélie, carrière respectée dans la sécurité, maison achetée avec vue sur la mer. De l'extérieur, j'avais réussi ma réinsertion. Mais intérieurement, je portais encore mes morts. Les vrais tournants psychologiques est arrivé en 2018, le jour de mes 71 ans. Amélie, devenue psychologue, m'avait organisé une fête surprise. Toute la famille était là, mes petits-enfants couraient dans le jardin, les rires résonnaient sous les platanes. Soudain, j'ai entendu mon petit-fils Lucas, 8 ans, dire à sa sœur « Grand-père, il était soldat dans le désert, il a sauvé ses copains ». Cette phrase d'enfant innocent m'a frappé comme la foudre. Pendant 30 ans, je m'étais concentré sur ceux que je n'avais pas pu sauver. Lucas, avec sa simplicité d'enfant, venait de me rappeler ceux que j'avais effectivement sauvés. Lou, Renard et moi-même. « Grand-père » m'avait demandé Lucas ce soir-là, « tu peux me raconter tes histoires de guerre ?» Pour la première fois depuis l'embuscade, j'avais dit oui. Assis dans son petit lit, j'avais commencé « Il était une fois un jeune mécanicien de Toulon qui pensait partir à l'aventure. » J'avais adapté l'histoire, enlevé les détails trop durs, transformé la tragédie en conte héroïque. Lucas buvait mes paroles, yeux écarquillés d'admiration. Cette nuit-là, Amélie m'avait rejoint sur la terrasse. « Papa, tu devrais écrire tes mémoires, ou au moins les raconter publiquement. Qui voudrait entendre les histoires d'un vieux soldat? Tous ceux qui ont vécu des traumatismes, tous ceux qui croient qu'on ne peut pas s'en sortir. Tu es la preuve vivante que la guérison est possible. » C'est ainsi qu'a commencé ma nouvelle mission. À 72 ans, j'ai rejoint une association d'anciens combattants, pas pour me lamenter sur le passé, mais pour aider les jeunes vétérans à gérer leur traumatisme.
Chaque semaine, dans une salle municipale de Marseille, je raconte mon histoire à des soldats revenus d'Afghanistan, du Mali, de Côte d'Ivoire. Je leur explique que les cauchemars finissent par s'espacer, que la culpabilité peut se transformer en sagesse, que leurs cicatrices ne les définissent pas. Mes gars, leur dis-je souvent, vous n'êtes pas brisés, vous êtes forgés. Le plus beau compliment de ma vie, je l'ai reçu il y a 6 mois. Un jeune sergent-chef, traumatisé par une embuscade en Afghanistan, m'avait dit « Monsieur Moreau, grâce à vous, j'ai compris que survivre n'est pas une faute. C'est une responsabilité. » Il y a 3 semaines, j'ai reçu une visite que je n'attendais plus. Hassan Al-Mansouri, maintenant général à la retraite, était venu me voir à Marseille. Nous avions passé une journée entière à nous remémorer nos années de collaboration, à comparer nos cicatrices de vieillard, à rire de situations qui nous avaient terrifiés 30 ans plus tôt. « Édouard, m'avait-il dit avant de repartir, nous avons été ennemis pendant 6 heures, et frères pendant 4 ans. C'est la plus belle leçon de ma vie militaire. Laquelle? Que l'humanité est plus forte que la haine. Aujourd'hui, mes petits-enfants me demandent parfois pourquoi leurs copains n'ont pas de grand-père avec des médailles et des cicatrices. Je leur réponds toujours la même chose, parce que votre grand-père a eu de la chance. Et cette chance, il faut la mériter chaque jour. À vous qui m'écoutez, vétérans ou civils, jeunes ou moins jeunes, je veux dire ceci, vos épreuves ne vous diminuent pas, elles vous grandissent. Vos cicatrices ne sont pas des faiblesses, elles sont des preuves de votre résistance. Et si vous pensez que votre histoire n'intéresse personne, détrompez-vous. Quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre qu'on peut survivre à l'insurmontable. Le sergent Dubois, le poète, et tous nos frères d'armes tombés au combat n'ont pas donné leur vie pour que nous la gaspillions dans les regrets. Ils l'ont donnée pour que nous la vivions pleinement, avec honneur et courage. Leurs noms sont gravés sur le monument aux morts de ma ville, mais surtout, ils sont gravés dans mon cœur, où ils continueront à vivre tant que je raconterai leur histoire. Voilà pourquoi, à 74 ans, j'ai décidé de témoigner. Pour eux, pour vous, pour que jamais on n'oublie que l'héroïsme ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à continuer malgré la peur. Mes amis, la guerre finit toujours, mais l'honneur, lui, est éternel. Racontez-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez et n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de courage et de résilience, car nous avons tous des batailles à livrer et personne ne devrait les livrer seul.